Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en SVT, notamment la leçon numéro 2, le dysfonctionnement du système immunitaire cas du sida. Comment le virus du sida affaiblit l'organisme? La question reste posée. Chers amis, dans cette vidéo, j'ai pour but de vous résumer tout le cours portant sur la leçon sida, ainsi que les différents thèmes à aborder avec vous pour réussir facilement un examen, un concours de la santé. Chers amis, nous allons encore passer aux différents traits de mon travail. Leçon 2, dysfonctionnement du système immunitaire, cas du sida. Comment le virus du sida affaiblit l'organisme? En 1, quelques définitions. 1. Déficit immunitaire ou immunodéficience. 1. Pandémie. Exemple de pandémie. 1. Les symptômes. 2. Définition de quelques sigles. 2. Sida. 2. VIH. 2. ELISA. Remarque. Puis faire la structure du VIH. 3. Symptômes. 4. Les préventions. 5. Les tests. 5.1. Test d'ELISA. 5.2. Test de Western Blots. 6. Les cours. Analyse de l'évolution de la charge virale et du taux d'anticorps anti-VIH. 7. Les conséquences de la prolifération du VIH. 8. Le mécanisme de l'infection des lymphocytes T4 par le virus. Et en 9. Qu'est-ce qu'un rétrovirus? Alors, nous allons passer en 1 quelques définitions. Et en 1, nous allons parler des déficits immunitaires, appelés couramment immunodéficience. Chers amis, qu'appelle-t-on déficit immunitaire? Le déficit immunitaire ou immunodéficience est l'absence d'un ou plusieurs facteurs du système immunitaire conduisant à la maladie, même voire la mort. C'est ce qu'on appelle un déficit immunitaire. 1. Déficit immunitaire ou immunodéficience est l'absence ou l'insuffisance d'un ou plusieurs facteurs du système immunitaire conduisant à des maladies, voire la mort. Chers amis, voici donc la définition de déficit immunitaire. En 1, 2, chers amis, qu'appelle-t-on une pandémie? Chers amis, qu'appelle-t-on une pandémie? Une pandémie est une épidémie généralisée, soit à une ville, soit à un pays, soit au monde entier. Une pandémie est une épidémie généralisée, soit
à une ville, soit à un pays, en parenthèse une nation, et soit au monde entier. Chers amis, nous allons donc citer quelques exemples. Nous pouvons prendre la maladie d'Ebola. Nous pouvons prendre le sida. Et nous pouvons donc parler de coronavirus. Voici donc ce que l'on peut appeler par exemple une pandémie. Chers amis, nous allons poursuivre et passer à la prochaine étape. Alors, nous allons voir en 1, 3 les symptômes. Qu'appelle-t-on symptômes? Les symptômes, c'est l'ensemble des signes d'une maladie. L'ensemble des signes d'une maladie est appelé symptômes. Chers amis, en 2, nous allons parler de définition de quelques sigles. Qu'appelle-t-on sigle? Les abréviations. En 2.1, le sigle SIDA. S pour syndrome. I, immuno. D, déficitaire, acquis. Syndrome. I, immuno. D, déficitaire. A pour acquis. Connu aussi sous le nom de syndrome. 2, limino. Déficience. Acquise. Soit vous dites syndrome immunodéficitaire acquis, ou soit vous dites syndrome de l'immunodéficience acquise. Chers amis, en astérisque, c'est le cas le plus utilisé. De 2, nous allons parler de VIH. V pour virus. 2, limino. Déficience. H pour humain. Alors, virus de l'immunodéficience humaine. Chers amis, nous allons parler en 2, 3, ELISA. E pour enzyme. L pour linguide. I pour immuno. S pour sorbet.
pour aiser. Alors, chers amis, nous allons parler en remarque la maladie causée par le VIH. La maladie causée par le VIH est le sida. La maladie causée par le VIH est le sida. Chers amis, je vais plus donner la structure du VIH ainsi que les différents noms. Nous allons parler de la structure du VIH. Chers amis, le numéro 1. Glycoprotéine GP120. Qu'on appelle le fameux GP120. Le numéro 2. La ARN. Le numéro 3, la glycoprotéine 41. Appelé couramment GP41. Numéro 4. Capside ou cœur du virus. Numéro 5. Protéine P17. On l'appelle couramment P17. Numéro 6. Intégrase. Intégrase. Numéro 7. L'ADN. Numéro 8. Un peu à cela, mais on l'appelle transcriptase. Transcriptase. Inverse ou reverse. Neuf. Nucléocapside. Numéro 10 est le schéma de la structure du VIH. Chers amis, numéro 1, glycoprotéine 120, appelé GP120. Numéro 2, ARN. Numéro 3, protéine et glycoprotéine 41, appelé GP41. Numéro 4, capside ou cœur du virus. Numéro 5, protéine P17. 6, intégrase. 7, ADN. 8, transcriptase inverse ou reverse. 9, nucléocapside. 10, schéma de la structure du VIH.
Chers amis, nous allons poursuivre et passer aux différents symptômes. Et après ces symptômes, parler des préventions. En 3, nous allons parler et citer les symptômes. Chers amis, pour le sida, quels sont les symptômes? En 1, nous allons parler de amaigrissement important. L'individu va maigrir. En deuxième sirène, nous allons parler de la fièvre, qui sont les maladies opportunistes, la tuberculose. Nous pouvons citer la toux, référence à la tuberculose. Nous allons parler de la fièvre jaune et typhoïde. Nous allons parler de la diarrhée chronique. Nous allons parler de cancer de peau ou Kaposi. Cancer de peau ou capot ici. Nous allons parler de la sueur nocturne. Chers amis, amaigrissement important. Les maladies opportunistes comme la toux, par exemple la tuberculose, la fièvre jaune et la fièvre typhoïde, la diarrhée chronique, le cancer de peau ou Kaposi, la sueur nocturne. Chers amis, parlons-en des préventions. Comment éviter? Les préventions sont les types à éviter pour ne pas être infecté. L'on peut parler de la non-utilisation des objets souillés. Nous pouvons parler de se protéger lors des rapports sexuels. En utilisant les moyens appelés les préservatifs. La non-utilisation des objets souillés. Protection lors des rapports sexuels, moyens préservatifs. Nous allons parler d'être fidèle à un
chez leur partenaire. La non-utilisation des objets souillés, les lames, les rasoirs. Protection lors des rapports sexuels en utilisant les préservatifs. Fidèle à un ou une seule partenaire. Chers amis, voici donc les moyens pour éviter d'être atteint. Chers amis, quels sont les différents cas pour l'obtention? Par l'allaitement maternel, par le sang, les voies de contamination. Par l'allaitement maternel. Par le sang. Alors, lorsque vous êtes blessé et votre partenaire a la maladie du sida, alors vous pouvez être infecté par le sang, par l'allaitement maternel, les nouveau-nés. Alors, les voies de contamination par l'allaitement maternel, par le sang, en utilisant aussi des objets souillés. Par le sang, rapport sexuel. Non protégé. Ou aussi, utilisation des objets souillés. Chers amis, parlons ensemble les tests. En 5.1, le test d'ELISA. Chers amis, le test d'ELISA permet de détecter le taux d'anticorps anti-VIH. Le test d'ELISA permet de détecter l'anticorps anti-VIH. En 5.2, le test de Western blot. Le test de Western blot permet de confirmer le test d'ELISA. Le test de Western blot permet de confirmer le test d'ELISA. Alors, chers amis, revenons. Les tests. On a deux types. Le test d'ELISA et le test de Western blot. Le test d'ELISA permet de détecter les anticorps anti-VIH dans le sang. On peut ajouter même dans le sang.
En 5.2, le test de Western Blot permet de confirmer le test d'ELISA, permet de dire que l'anticorps anti-VIH est vraiment détectable. Chers amis, parlons donc en 6 des cours. Analyse de l'évolution de la charge virale et du taux d'anticorps anti-VIH. Chers amis, qu'est-ce que vous voyez au tableau? Vous voyez ici 2 courbes. Une courbe tracée en bleu, appelée anticorps anti-VIH, et une courbe tracée en rouge. Ces 2 courbes présentent 3 phases. Une première phase appelée phase A, une seconde phase appelée phase B et une troisième phase appelée phase C. Chers amis, comment vous devez analyser une courbe? Vous devez savoir d'abord que ces 2 courbes présentées possèdent 3 phases. Une phase primo-infection, une phase asymptomatique et une phase symptomatique appelée le sida est déclaré. La phase est dite primo-infection lorsque la charge virale en rouge augmente brutalement puis chute brutalement, tandis que le taux d'anticorps anti-VIH continue toujours de progresser. Alors, on distingue ici 3 phases. Que sont la phase A, qualifiée de phase primo-infection. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette phase? Nous allons expliquer ça. Parlons aussi de la deuxième phase, phase B. La phase B ici est la phase asymptomatique. Et la phase appelée phase C est la phase symptomatique, appelée aussi sida déclaré. Ou sida déclaré. Chers amis, qu'est-ce qu'il faut savoir lors de l'analyse de ces 3 phases? Suivez attentivement cette étape-là qui est très facile à maîtriser comme analyse. Phase A, appelée phase primo-infection. Chers amis, qu'est-ce qu'il faut savoir? Au cours de cette phase, chers amis, ensuite, la charge virale faite en rouge augmente brutalement, puis chute brutalement pendant un certain mois. Tandis que le taux d'anticorps anti-VIH continue toujours de progresser. Ok, nous allons donc signifier cette information. Au cours de quelques mois, la charge virale augmente brutalement, puis chute brutalement. Tandis que le taux d'anticorps anti-VIH
de progresser, d'évoluer. Chers amis, voici la phase dite phase primo-infection. Au cours de cette phase, on remarque la charge virale en train d'augmenter brutalement, puis chute brutalement. Tandis que le taux d'anticorps anti-VIH continue toujours de progresser. La deuxième phase. Phase B. Ici, une phase asymptomatique. La charge virale ici reste constante, tandis que les anticorps anti-VIH, le taux d'anticorps anti-VIH aussi reste aussi constant. Dans ce cas, on dit qu'on a une phase de latence. L'individu est à l'état latent, il ne manifeste aucun signe de la maladie, on dit qu'il est porteur sain ou porteur asymptomatique. Il ne fait pas la maladie, mais il transmet la maladie, il est donc infecté. Donc maîtrisez cette information. Au cours de cette phase, le taux d'anticorps anti-VIH et la charge virale reste stationnaire. Ou constante. Il s'agit là d'une phase latence. On peut donc dire que l'individu est à l'état latent. Car il ne manifeste aucun signe de la maladie. Cher ami, je vais vous demander de suivre attentivement la suite. On avait dit que l'individu était à l'état latent. Il ne manifeste aucun signe de la maladie. Il est porteur sain ou porteur asymptomatique. Il ne fait pas la maladie. Il est infecté. Il transfère la maladie. Cher ami, tu vas remarquer que l'individu grossit, malgré que là, il développe en lui des anticorps anti-VIH. Chers amis, voici donc la phase asymptomatique.
Parlons-en de la phase symptomatique, qui est la phase C. Phase symptomatique. La phase symptomatique est appelée sida déclaré. Ici, qu'est-ce que vous constatez? Le taux d'anticorps anti-VIH est en train de baisser, tandis que la charge virale est en train d'augmenter. Pendant quelques années, la charge virale augmente, tandis que le taux d'anticorps anti-VIH chute brutalement. Chers amis, nous allons parler des trois phases. Phase A, phase primo-infection. Phase B, phase asymptomatique. Et phase C, phase symptomatique sida déclaré. Alors voici donc les trois phases que possède cette courbe. Nous allons parler des conséquences de la prolifération du VIH. Quelles sont les conséquences de la prolifération du VIH? Donc, en 7, les conséquences de la prolifération du VIH. Alors, chers amis, quelles sont les conséquences de la prolifération du VIH? Ici, on aura la destruction des lymphocytes T4 qui sont capables en réalité de protéger notre organisme. Donc, une fois que les lymphocytes T4 sont détruits, alors on aura directement le dysfonctionnement du système immunitaire. Alors, chers amis, les conséquences sont la destruction des lymphocytes T4, puis le dysfonctionnement du système immunitaire, le cas du sida. Le sida va envahir ton corps, c'est-à-dire quoi? Il y aura la fabrication des nouveaux virus appelés les virions par bourgeonnement. Une fois ces nouveaux virus sont fabriqués, alors l'organisme va se laisser traverser par les virus fabriqués qu'on appelle les virions dans tout l'organisme. Alors, et ça, non-utilisation des objets essuyés. Alors, avoir un ou une seule partenaire lors des rapports sexuels doit être protégé grâce aux préservatifs et les condoms. Alors, chers amis, les conséquences nous avons signifié que l'on pouvait citer la destruction. La destruction des lymphocytes. Et quel genre de lymphocytes, chers amis? T4. On les appelle LT4 ou CD4. Une fois que la destruction des lymphocytes T4, alors le corps ne fonctionnera plus bien. On parle donc de dysfonctionnement du système immunitaire. Alors, voici pourquoi le deuxième tiret, je vais donc qualifier de dysfonctionnement du système immunitaire. Voici donc les conséquences de la prolifération. Nous allons terminer en beauté sur le mécanisme de l'infection des lymphocytes T4. Alors, comment les lymphocytes T4 pulvérisent les lymphocytes? Alors, comment le VIH pulvérise les lymphocytes T4? Alors, c'est l'étape numéro 8 qui est très fondamentale à maîtriser. Cette étape porte le nom de mécanisme de l'infection des lymphocytes T4 par le virus, c'est quoi? Le VIH. On parlera donc de mécanisme de l'infection. Mécanisme de l'infection des LT4 par le
VIH. Ici, chers amis, je vais vous présenter en 8 étapes le mécanisme. Qu'est-ce que vous devez savoir sur le mécanisme de l'infection des LT4 par le VIH? Je vais présenter cette étape en 8 différentes parties. La première partie est l'absorption, appelée la fixation de VIH sur les récepteurs CD4 des lymphocytes T4. On va remarquer que le mécanisme va se faire en 8 étapes, parfois 9 étapes, ça dépend de votre disposition. Alors ici, première étape, je vais donc l'appeler absorption ou fixation du VIH sur les récepteurs CD4 des lymphocytes T4 qu'on appelle LT4. Voici donc la première étape qualifiée de numéro 1. Le numéro 2, chers amis, qu'est-ce que l'on peut avoir? On parlera d'injection. Et injection de quoi? De l'ARN et de la transcriptase dans le cytoplasme de celui-ci. Injection de l'ARN et de la transcriptase inverse, parfois appelée reverse, dans le cytoplasme de celui-ci. La troisième étape, je vais donc l'intituler la transformation de l'ARN viral en ADN proviral. Transformation de l'ARN viral en ADN proviral. Chers amis, 4, on parlera de intégration. Et intégration de quoi? De l'ADN. ADN proviral dans l'ADN lymphocytaire. On parlera donc de transcription. Donc, transcription. Transcription de l'ADN proviral en ARN messager. En 6, après la transcription, on aura la traduction. De l'ARN
messager. En protéine virale. Ensuite, formation des nouveaux virus par bourgeonnement. Formation des nouveaux virus par bourgeonnement. Et en 8, il y aura libération des nouveaux virus appelés les virons. Dans le sang. Chers amis, voici donc les 8 étapes que vous devez maîtriser sur le mécanisme de l'infection des lymphocytes T4 par le VIH. Alors, nous allons parler d'un rétrovirus qui est la dernière étape. Qu'est-ce qu'on appelle un rétrovirus? C'est un virus dont le matériel génétique est appelé ARN, duquel il synthétise le matériel héréditaire appelé l'ADN. Donc, c'est-à-dire qu'il transforme son ARN en ADN. Suivez attentivement. En 9, chers amis, nous allons terminer par un rétrovirus. Chers amis, qu'appelle-t-on rétrovirus? Un rétrovirus est un virus dont le matériel génétique est appelé ARN, à partir duquel il synthétise le matériel héréditaire appelé l'ADN. Un rétrovirus est un virus qui transforme son matériel génétique appelé ARN en matériel héréditaire. En parenthèse, ADN. Alors, chers amis, un rétrovirus est un virus qui transforme son matériel génétique ARN en matériel héréditaire ADN. Ou du moins, un rétrovirus est un virus qui catalyse son matériel génétique, en parenthèse ARN, à partir duquel il synthétise son matériel héréditaire. En parenthèse, ADN. Pour ceux qui n'arrivent pas à savoir la différence entre ARN et ADN,
On aura acide ribonucléique. Et là, acide désoxyribonucléique. ARN, matériel génétique, ADN isomère, matériel héréditaire. Pour une personne qui doute de son parent, il faudra donc utiliser l'ADN qui est le matériel héréditaire pour savoir si le parent est de lui. Merci. Si c'est, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.